Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Institut européen de bioéthique. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore l'IEB, l'Institut européen de bioéthique, nous sommes un centre d'études en matière d'éthique biomédicale. Voilà, nous travaillons en étroite collaboration avec le milieu universitaire et les professionnels de la santé, toujours dans une même préoccupation, celle d'éveiller, de sensibiliser les citoyens et les décideurs politiques aux enjeux bioéthiques. Et nous avons tout spécialement à cœur la promotion de la personne humaine et de sa dignité. Alors pour cette conférence, ce soir, nous avons la joie d'accueillir le professeur Xavier Dijon. Bonjour, professeur Dijon. Bonjour, Madame Dubus. Voilà, vous êtes professeur émérite de droit à l'université de Namur. Et alors, pour ma part, je suis Constance Dubus et je travaille donc comme chargée de recherche à l'Institut européen de bioéthique. Le professeur Dijon et moi-même allons échanger pendant une quarantaine de minutes sur le sujet qui nous occupe ce soir, qui est donc l'usage des mots en bioéthique. Et par la suite, vous aurez la place pour poser vos questions. Alors, pour poser les questions, il suffit d'appuyer sur le petit bouton en bas, au milieu de votre écran. Et voilà, dans le dernier quart d'heure de cette conférence, nous nous efforcerons de répondre à vos questions. S'il y en a trop, on y répondra aussi par mail. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Voilà. Alors, une petite information aussi pour ceux d'entre vous qui êtes médecins. Vous avez la possibilité de nous envoyer par le même biais que le canal des questions votre nom et votre prénom, votre numéro INAMI pour obtenir l'accréditation qui est attachée donc à cette conférence. Voilà. Alors, professeur Dijon, permettez-moi pour nos téléspectateurs de vous présenter en quelques mots. Vous avez étudié et enseigné le droit et la philosophie et vous êtes, on peut dire, passionné par la bioéthique. Vous avez beaucoup écrit sur les sujets de bioéthique, notamment récemment dans un ouvrage qui est paru aux éditions Breuilant en 2017 qui s'appelle « La raison du corps ». Voilà. Mais vous avez aussi écrit sur l'euthanasie, sur les manipulations génétiques, la question de la filiation en matière de procréation médicalement assistée, la question de la famille, du mariage. Bref, le choix des mots en bioéthique, c'est un défi que vous avez croisé à plus d'une reprise en parlant et en écrivant surtout sur ce sujet, sur ces sujets. Alors, je pense que c'est important de le dire aussi à nos auditeurs. Vous avez été membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique à l'époque où se discutait notamment la dépénalisation de l'euthanasie. On y reviendra. Mais entrons directement dans le vif du sujet, parce que le temps est compté ce soir. Allons droit au but. Et comme première question, professeur Dijon, eh bien, je vous demande tout simplement pourquoi est-ce si important quand on propose une réflexion bioéthique ou quand on s'intéresse tout simplement à ces enjeux de façon personnelle, pourquoi est-il si important de s'interroger sur le choix des mots qu'on va utiliser? Tout simplement, me semble-t-il, pour pouvoir s'entendre et que nous puissions donner aux mots le même sens, puisque la réalité ne parle pas d'elle-même. La source, en coulant, elle fait son bruit et elle dit, on entend glou-glou, mais sinon, c'est nous qui devons parler sur la nature, sur ce qui se passe, sur le réel. Et donc, il faut que nous puissions dire, employer, si possible, les mêmes mots pour dire les mêmes choses. Mais précisément, les mots sont chargés de toute une histoire, de toute une affectivité personnelle qui peut troubler la communication. Le mot est support de cette communication-là. Et si nous l'entendons dans des sens différents, il y a ambiguïté et la circulation du sens ne se fait plus.
Et ça s'observe tout spécialement, on peut dire, lorsqu'on aborde ces questions quand même très sensibles liées à la vie humaine. Évidemment. Et c'est ça, par exemple, par contraste, la force du langage scientifique. Les scientifiques ont un langage à peu près commun. Je ne dis pas qu'ils ne se posent pas des questions, mais ils ont choisi de définir telle matière, tel produit par tel mot, et ils sont d'accord sur l'utilisation du mot. Est-ce qu'on peut donner un exemple en bioéthique, un mot qui fait l'unanimité parmi les scientifiques? Justement, en bioéthique, ils ne font pas l'unanimité parce que dans le mot bioéthique, il y a éthique. Et donc, dans l'éthique, il y a une façon de concevoir l'être humain, et les façons de concevoir l'être humain sont très diverses les unes aux autres. Donc, je prendrai un mot scientifique, c'est le carbonate de soude. Eh bien, on voit bien ce que c'est, il y a des propriétés, c'est analysé, et donc voilà, le bicarbonate de soude, on voit, c'est clair. Ce qu'est la dignité humaine, ce qu'est l'embryon, ça, c'est une autre affaire. Donc, des différences peut-être d'utilisation des mots en fonction de la discipline dans laquelle on se trouve. Les scientifiques vont utiliser un certain jargon, les juristes vont utiliser un autre jargon, Exactement. mais aussi des différences par rapport à la conception, notre conception de la vie. Conception de la vie. On voit d'ailleurs dans le comité consultatif de bioéthique que les différences, vous savez qu'il est composé un tiers de médecins, un tiers de philosophes et un tiers de juristes, en gros. Les différences ne se font pas entre les médecins et les juristes ou les philosophes. Les différences se font, puisqu'il s'agit d'éthique, entre les différentes conceptions de l'homme qui divisent les médecins, qui divisent les juristes et qui divisent les philosophes. Oui. Bon, parce qu'on a l'impression parfois, hein, je vais prendre un exemple concret, le terme de l'avortement ou de l'interruption volontaire de grossesse. Deux termes déjà très différents, mais qui sont censés recouvrir une même réalité. Et en fonction des personnes, hein, les uns vont plus avoir recours à tel terme, les autres à l'autre. Alors, au contraire, on a aussi parfois un même mot qui semble vouloir recouvrir plusieurs réalités. Vous avez parlé du mot dignité, par exemple. Oui. Le mot dignité, mourir en dignité, vivre dans la dignité. Donc, c'est vrai que c'est un très bon exemple, la dignité. Vous pouvez la concevoir comme étant une qualité, je dirais, ontologique. C'est-à-dire qu'on parle alors de dignité humaine. Je veux bien qu'on parle parfois de dignité animale, mais déjà pour dire que ce n'est pas évident, l'univocité du mot dignité. Donc, une qualité ontologique de l'être humain et qui le met au défi, c'est-à-dire je dois me conduire dignement, c'est-à-dire je dois me conduire comme un être humain. Et donc, la dignité humaine, c'est quelque chose qui est en quelque sorte au-dessus de moi et que je dois essayer d'égaler. Montre-toi digne. Ça, c'est une conception plus objective de la dignité. Mais vous pouvez avoir une conception plus subjective de la dignité où l'on dira, non, la dignité, c'est l'image que je donne de moi-même. Et donc, si je donne une image indigne de moi, si je suis gravement malade, si je suis grabataire, si je suis mourant, vis-à-vis de moi-même, dans le miroir par rapport à moi-même ou vis-à-vis de mon entourage, je ne suis plus digne, je ne mène plus une existence digne. Ou on pourra dire aussi, mais ça de façon plus philosophique, c'est de comparer la dignité de l'homme avec l'instinct animal. Et on va dire, l'animal, il a comme éthique, entre guillemets, ce qui guide son comportement, c'est l'instinct. Et donc, il ne doit pas choisir. Il a soif, il va boire. Le chat voit une chatte, il va faire un petit chaton. Donc, c'est clair. Donc, sa ligne de conduite est claire. Pour l'homme, sa ligne de conduite, c'est sa liberté. Et donc, il va devoir poser des choix. Et donc, on va dire, eh bien,
ce qui va caractériser la dignité spécifiquement humaine par rapport à l'instinct animal, c'est la liberté. Et donc, si je choisis de mourir dans la dignité, ça veut dire je choisis de mourir dans la liberté, c'est-à-dire je choisis librement ma mort. Et choisir librement ma mort, c'est ça la dignité humaine. Et donc, vous avez, avec le même mot dignité, vous avez deux conceptions radicalement différentes. L'une plus subjective qui l'identifie à la liberté, ou qui l'identifie de façon plus psychologique, alors, qui l'identifie à l'image de soi, et l'autre de façon plus ontologique, qui tient à l'être même de l'homme, que c'est une qualité qui ne dépend même pas de lui, si vous voulez. Est-ce que vous parlez de cette dimension peut-être extérieure à l'homme, hein, de l'objectivité qu'on essaye d'appréhender peut-être avec les mots qu'on utilise? Est-ce que quelque part le langage, est-ce que mettre des mots sur les choses, c'est faire un effort de sortir de nous-mêmes pour essayer de rejoindre peut-être une réalité qui parfois nous dépasse et même dépasse ce qu'on voit, Oui, la physique? Tout dépend de ce que vous dites, par ce que vous entendez par extérieur. La dignité, par exemple, elle n'est pas extérieure à l'homme, elle est à l'intime de l'homme. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas, finalement, la dignité ne dépend pas de moi, ne dépend pas. J'ai été conçu et je suis né être humain. Et donc, je n'ai pas choisi cette affaire-là, mais je sais que je dois me conduire humainement. Et si je commets un crime grave, eh bien, j'aurai une conduite indigne de l'homme. Je garderai toujours ma dignité. On parlera de la dignité d'un prisonnier, par exemple. Eh bien, il faut traiter un prisonnier avec dignité parce que ça reste encore et toujours un être humain, quels que soient les crimes qu'il a commis. Et donc, vous voyez, c'est à la fois quelque chose de très intime et de très exigeant vis-à-vis de moi, vis-à-vis de moi-même. Alors, j'aimerais vous poser peut-être une autre question, plus spécifiquement. Je suis juriste, alors ça m'intéresse qu'on parle du droit et des langages utilisés par les juristes. Et on sait aussi que toutes ces questions bioéthiques se retrouvent aussi souvent, prennent cher en fait au travers des lois, et que le jargon utilisé dans les lois se transcrit, est repris dans les médias et donc est repris aussi par la population, les citoyens en général. Moi, je me pose la question suivante. Est-ce que l'appréhension, la description que font certaines lois de la vie humaine rend compte suffisamment dignement, puisqu'on parle de dignité, de la vie humaine? Je pense à un exemple en particulier, la loi relative à l'utilisation du matériel corporel humain. Cette loi définit comme tel le matériel corporel humain, je cite, tout matériel biologique humain, y compris les tissus et les cellules humaines, les gamètes, les embryons et les fœtus. Alors, comment, Xavier Dijon, comprendre l'utilisation du mot matériel corporel humain, pour désigner, par exemple, un embryon ou un fœtus? Justement, tout dépend du regard que l'on porte. C'est vrai que je n'ai jamais fait l'expérience parce que je n'ai rien du tout d'un scientifique. C'est vrai que si on compare un embryon de chimpanzé et un embryon d'homme, il ne doit pas y avoir énormément de différences. Et donc, au regard du scientifique, on peut établir une certaine homologie, donc il y a une certaine équivalence. Mais de ce point de vue-là, mais ce qui veut dire que pour qualifier ainsi le matériau corporel humain, on l'a d'abord déshumanisé pour pouvoir en faire un matériau corporel. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? On l'a d'abord déshumanisé concrètement? Bien, très concrètement, madame, un enfant, il vient de la conjonction charnelle d'un homme et d'une femme.
Et cette conjonction charnelle de l'homme et de la femme fait partie de la définition de l'humain. À partir du moment où vous délocalisez, si je puis dire, si vous délocalisez l'embryon, vous le retirez du sein de sa mère et vous le mettez exemple, dans une éprouvette. Dans une éprouvette, ou bien, c'est ça, ou par avortement, ou une fausse couche, ou n'importe. Mais donc, vous avez cet être humain, cette vie humaine-là, disons, et vous allez dire, eh bien, toutes les expériences sont possibles sur cet embryon humain parce que c'est un matériau corporel qui provient de l'humain, mais qui apparemment n'est plus humain, pour pouvoir faire progresser la science. Et comme le disait un professeur de génétique dans un débat, vous n'allez quand même pas considérer que l'embryon est une boîte noire qu'il faut laisser fermer et qu'on ne peut pas aller analyser. Donc, l'embryon devient un objet de recherche, donc c'est un matériau, comme tout matériau de recherche. Mais je dis que pour pouvoir en faire un matériau, c'est contradictoire. Il faut le déshumaniser, il faut retirer l'humanité de ce matériau. Et l'humanité ici, elle se joue déjà de façon imminente dans la place de l'embryon qui est dans le sein de sa mère. C'est d'humanité à humanité. C'est un lien humain, celui de l'embryon à sa mère. À partir du moment où vous le retirez d'une façon ou d'une autre, la tentation est grande, précisément, après avoir fait cette première déshumanisation, d'en faire une seconde, c'est-à-dire de le considérer comme un matériau de recherche. Donc, l'action a en quelque sorte précédé le langage ici. Oui. L'étiquette. Oui. Et quelque part, l'étiquette matérielle. Oui. Corporel humain, matériel de laboratoire, oui. vient appuyer cette première action. Et donc, si le législateur, les parlementaires écoutent les scientifiques, puisque précisément le langage scientifique a cette force-là d'être plutôt universel, d'être plutôt bien partagé, et de s'élaborer à partir de choses qui se voient. C'est ça la force du langage scientifique, c'est qu'il touche des réalités sensibles. Et le professeur Jean Bernard, qui fut le premier président du comité consultatif de bioéthique français, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Et l'âme », demande Brigitte. L'âme ne se voit pas, mais et la question est posée en scientifique, qu'est-ce que vous faites de l'esprit, qu'est-ce que vous faites de l'âme? Donc la science ne travaille que sur des données qui tombent sous les sens, l'œil, l'oreille, les sens amplifiés par le télescope, le microscope et de tout ce que vous voulez, mais par les sens, et aussi l'autre force du langage scientifique, comme disent les philosophes, c'est qu'il ne s'intéresse qu'aux causes efficientes, c'est-à-dire ceci a provoqué cela. J'ai vu 50 fois que si je mets de l'eau sur du feu, l'eau va se mettre à bouillir. Donc je dis, eh bien, ce qui cause l'ébullition de l'eau, c'est la chaleur qui est en dessous. Et donc j'ai tiré une loi scientifique. Mais qu'est-ce que je vais faire de l'eau bouillante? C'est-à-dire les causes finales, et or l'éthique, elle pose la question de la finalité. C'est en vue de quoi que je vais agir. Et ça, la science ne va pas pouvoir le donner. Est-ce qu'aujourd'hui, la bioéthique est trop scientifique dans son langage, dans ses considérations, dans les avis qui sont émis? La bioéthique en général, oui, on Parce pourrait... que dans le mot bioéthique, d'ailleurs, on pourrait parler du mot bioéthique. Oui. On a cette dimension scientifique, on peut dire, de bio, la vie. Oui. Mais on a éthique. Il y a un célèbre article du philosophe français Dominique Folshade qui parle de la chauve-souris en s'appuyant sur la fable de La Fontaine, les deux belettes et la chauve-souris. Donc, il y a une belette qui aime beaucoup les souris et l'autre belette qui aime beaucoup les oiseaux. Et donc, quand la première belette voit la chauve-souris, elle veut s'emparer de la souris, elle dit « Mais non, moi je suis un oiseau, j'ai des ailes ». Et lorsqu'elle veut s'emparer de la deuxième chauve-souris, l'oiseau dit « Non, moi je ne suis pas un oiseau, je suis une souris ». Et donc,
il y a moyen, justement, dans le mot bioéthique, il y a moyen de passer d'un registre à l'autre et de dire qu'on va prendre ou bien le point de vue strictement naturaliste, ou bien on va prendre le point de vue, disons, de la volonté du sujet. Et puisque nous sommes juristes l'un et l'autre, on va prendre la matière de la filiation. On a dit, à un moment donné, les présomptions de paternité, elles peuvent être renversées, mais enfin, il faut quand même préserver l'intimité de la famille. Et donc, tant pis si la vérité biologique n'est pas toujours respectée, peut-être qu'un certain nombre de femmes se sont montrées infidèles, peut-être que le mari n'en sait rien, peut-être qu'au contraire, il sait bien, mais il ferme les yeux et on dit, ben voilà, tant pis, on avance comme ça, c'est le bien. Voilà. Et on va dire, ben, et puis petit à petit, la mentalité a évolué, on a dit, mais non, ce qui compte maintenant, c'est la vérité biologique. Est-ce que oui ou non, cet enfant provient de tel monsieur et telle madame? Donc ça, c'est une façon de voir la filiation du côté naturel, si vous voulez, du côté charnel. Mais quand vous arrivez à la procréation médicalement assistée, avec donneur de sperme d'un côté ou bien gestation pour autrui, alors ce qui compte, c'est ce qu'on va dire les parents d'intention. Donc, ils ne sont charnellement pas les auteurs de l'enfant, mais on va considérer que ici, ce n'est plus la réalité charnelle qui compte, mais c'est l'intention. Et donc, notre droit de la filiation est tiraillé entre cette référence à la chair et cette référence à la volonté. Donc, je pense que l'idéal étant précisément, et c'est à ça que vise l'institution, par exemple l'institution du mariage, l'idéal étant cette conjonction de la chair et de la volonté. Mais voilà, et donc il y a différentes approches possibles du lien de filiation, et je crois que toute question bioéthique peut être considérée davantage du point de vue biologique, et c'est un petit peu la vie qui fait loi, et ou bien du point de vue éthique, de la volonté, l'esprit, etc. Et il est important vraiment de tenir ces deux ensemble. Par exemple, dans des discussions qu'on a dans les comités consultatifs de bioéthique ou la commission euthanasie à laquelle vous avez participé, est-ce que ce sont des arènes vraiment où il est important de tenir vraiment ensemble cet aspect scientifique et cet aspect éthique? Ici, la question euthanasie n'était pas tellement l'aspect scientifique, mais c'est la question de la vie. Et donc, est-ce que nous allons considérer que la vie, ça rejoint un peu la question de la dignité, est-ce que nous considérons que la vie charnelle, le corps, l'existence corporelle du sujet, quel que soit son état de dégradation, est-ce que c'est encore porteur d'un esprit, porteur d'une âme, porteur d'une personne? Et que donc, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas nous autoriser à porter atteinte à cette personne humaine qui est, je vais employer le mot transcendance, mais ce n'est pas nécessairement une transcendance religieuse, c'est simplement une transcendance humaine, c'est quelque chose dont je ne peux pas disposer. Et même si la personne le veut, je ne peux pas disposer d'elle. Je ne dispose pas de moi-même non plus, du seul fait que je suis un homme. Donc, cette catégorie philosophique-là de la disposition est très importante. Et d'autres diront, c'était les partisans de la première option, c'est de dire la dépénalisation de l'euthanasie. L'euthanasie devient simplement un soin médical comme un autre, de la personne qui est... On retrouve là une expression aussi qu'on entend souvent, le droit à disposer de son corps. Voilà. Aussi tout un mot qui est revêtu d'une certaine conception oui. de la liberté, hein, comme oui. on a parlé au départ. Alors, mais justement, quand on est confronté à ce genre d'expression et ces conceptions différentes qui peuvent s'affronter, qui s'affrontent certainement dans ce type de comité, de commission qui réfléchissent aux enjeux bioéthiques, on se pose quand même la question, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui
de dialoguer de façon constructive, sachant que, voilà, un embryon, pour prendre un exemple, pour certains, eh bien, est revêtu d'une dimension transcendante qui dépasse le simple matériel dont on peut disposer, et pour d'autres, eh bien, a été externalisé, est un matériau. Est-ce qu'il est possible encore de dialoguer aujourd'hui? C'est le gros défi, évidemment. Et je pense à un philosophe allemand contemporain qui s'appelle Jürgen Habermas, qui a précisément beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Et il dit, pour élaborer ce qu'il va appeler une morale, la morale étant, dans son vocabulaire à lui, ce qui est commun, eh bien, nous sommes obligés de faire converger les éthiques. Donc, pour lui, l'éthique, c'est une conviction personnelle et c'est ce que je trouve bon. Donc, l'éthique définit ce qui est bon, mais bon pour moi. Mais comme nous avons tous des conceptions différentes de ce qu'est la bonté et de ce qu'est l'éthique, nous devons, dit-il, pratiquer l'agir communicationnel. Et donc, nous allons nous retrouver autour de la même table. Oui. Et nous allons, autour de cette table, pratiquer une éthique. Chacun va trouver que c'est éthique, l'éthique de la discussion. Et chacun va apporter à table les raisons qui plaident pour la mesure qu'il propose. Et chacun doit venir à la table. D'abord, tout le monde est invité, donc il ne peut pas y avoir d'exclus. Et toute conception, ça veut dire en fait toutes les conceptions, voilà, ou ont été invitées. Exactement. Donc toutes les conceptions sont traitées à égalité, avec un égal respect, et il faut venir avec sincérité et de façon autonome, c'est-à-dire sans avoir être télécommandé par une quelconque autorité. Donc c'est le sujet humain qui arrive à la table de la discussion avec sa liberté, son autonomie, son esprit, et qui dit « moi, je trouve que c'est telle mesure qui devrait être prise ». L'autre dit « non, c'est telle autre », le troisième, etc. Et donc, lui, il dit, en pariant, il parie en quelque sorte sur cette raison-là, de telle sorte qu'on arrive à fonder non pas un bon, trouver ce qui est bon, mais à trouver quelque chose qui est juste, c'est-à-dire qui peut s'ajuster à la situation de l'Allemagne, pour parler de son pays, telle que nous la connaissons. Et il prend précisément, son ouvrage, c'est Vers un eugénisme néolibéral, il prend précisément comme exemple l'avortement, l'interruption de grossesse en Allemagne, où il y a eu de gros débats. Et lui, il opte pour une position intermédiaire. Il dit, il y a des métaphysiciens qui vont dire, il y a un être humain dès le premier instant de la conception, il y a des naturalistes positivistes, scientistes qui disent, non, il n'est pas question de dire qu'il y a un être humain avant la naissance. Et donc, lui, il va dire, il n'y a pas de personne humaine mais il y a, à la fécondation, mais il y a quand même une vie humaine. Et il va dire qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit dans le sein de sa mère, eh bien, il se rapproche de plus en plus de la personne humaine. Donc, il prend une position intermédiaire, mais qui est peut-être satisfaisante rationnellement dans l'abstrait, mais qui ne fait... en quelque sorte le pari de la sincérité. Il fait le pari de la sincérité. Qu'on se mette à table avec, oui. Voilà, en toute transparence. Oui. Et quelles sont les clés qu'on peut en retirer pour nous, pour le dialogue, de façon privée, de façon professionnelle aussi, ou sur la scène politique? Est-ce que, d'après Habermas ou d'après vous, quelles sont les clés, 2 ou 3 clés comme ça qu'on pourrait s'approprier? Je dirais, c'est sûr que la sincérité est une force, mais c'est une fameuse faiblesse aussi, puisque si, on va dire, dans une discussion, c'est même visible au comité de bioéthique, si vous dites, voilà, notre position, nous allons prendre, voici notre position, c'est la position C. Mais en fait, pour avoir la position C, vous allez d'abord dire, non, comme dans une table de négociation, je veux la position A.
vous n'êtes pas d'accord? Eh ben, et la B, non, non, non. Et finalement, on arrive à la C. Mais donc, je n'aurais pas exprimé sincèrement ce que je pense, j'aurais joué pour obtenir le ralliement des autres à ma conception. Mais, dit Habermas, c'est la seule façon aujourd'hui, dit-il, d'arriver à un mode de vie viable, de respecter la liberté de conscience de chacun des citoyens allemands. Et on n'est plus du temps où le philosophe allemand aussi, Emmanuel Kant, pouvait dire, eh bien, non, ce qui est moral, c'est ce qui peut être universalisé. Si je fais ce avec quoi je suis d'accord que tout le monde le fasse, eh bien, alors j'ai une morale universelle. Et comme cette morale universelle n'existe plus, au moins dans nos pays occidentaux, le pluralisme des morales, on ne peut plus revenir avec un ordre moral particulier. Eh bien, c'est la solution que lui prône. Une autre clé peut-être pour le dialogue, et on terminera notre échange peut-être plus théorique par cela, est-ce que ce n'est pas aussi s'assurer qu'on s'entende sur les mots qu'on utilise? Oui, oui, oui. Avec son vis en face, bien s'assurer qu'on conçoit la même chose derrière le même mot d'abord. Oui. Eh bien, précisément, alors, pour cette question de l'euthanasie, les participants à cette sous-commission euthanasie se sont mis d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un acte posé à la demande de la personne et qui est posé par un tiers. Donc, ce n'est pas le suicide assisté, ce n'est pas le don de la mort à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Mais si vous regardez la définition de l'euthanasie dans la loi belge, on ne dit pas que c'est demandé par un malade, on dit que c'est demandé par une personne. Et on ne dit pas que l'acte doit être posé par un médecin, on dit qu'il doit être posé par un tiers. Ça, c'est dans la définition de l'euthanasie. Après, de l'article 1er, comme généralement, on donne la définition dans l'article 1er de la loi. Par après, dans la suite de la loi, on dit que cet acte d'euthanasie ne sera dépénalisé que s'il est posé par un médecin. Donc, on en fait par là un acte médical. Reste à savoir si tout acte posé par un médecin est un acte médical. C'est encore une autre source d'ambiguïté possible. Et donc, qui doit être posé par un médecin et pas nécessairement sur un malade. Ça peut être sur une personne. Et donc, ce qui a permis, et c'était d'ailleurs dit explicitement au comité consultatif de bioéthique, on pourrait élargir il y a quelque part dans la loi les germes d'un élargissement possible. Parce qu'on part, pour légiférer, on part de l'image que l'on a de la personne qui n'en finit pas de mourir et il faut absolument lui permettre de mourir et donc il y a un médecin qui vient lui donner la dernière piqûre. À partir de cette image-là, on dit il faut travailler la question de l'euthanasie et on donne une définition de l'euthanasie où on ne parle plus ni d'un malade ni d'un médecin, mais où on pose les germes, comme vous dites, on lance les germes d'un élargissement qui va être le droit de disposer de soi, mais à la limite pour n'importe quelle raison. Très bien. Eh bien, donc ceci clôture notre première partie de conférence, mais nous allons enchaîner, nous allons en fait continuer avec des exemples précis. Je vais piocher au hasard quelques cartons. Sur chaque carton est écrit un mot qui est en général sujet à discussion par rapport au sens qu'il recouvre. Et donc, je vais soumettre ce mot au professeur Dijon. Et cela va pouvoir donner peut-être plus de chair aussi, plus de concret à notre sujet, qui est le choix des mots donc en bioéthique. Alors, on va commencer. Alors, j'ai pioché cette expression, ce mot, réduction embryonnaire. Alors, peut-être d'abord expliquer ce que ça revêt pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas l'expression. Donc,
c'est dans le cadre, mais, je ne connais pas tout non plus, mais c'est dans le cadre de la procréation médicalement assistée, où il y a eu une fécondation in vitro et où, au départ du moins, on pouvait féconder plusieurs ovocytes et implanter les embryons fécondés dans le corps de la mère, mais pour éviter une grossesse trop difficile, on décide de la réduction embryonnaire, c'est-à-dire D'en supprimer, en fait, d'en parce qu'on supprimer un. on en implante plusieurs, 2 Oui, ou 3. oui, qui se développe. Voilà. On voit, avec tous les appareils dont on dispose maintenant, on voit quels sont quel est le plus faible. Et dans ces cas-là, on injecte un produit qui va arrêter la croissance de cet embryon qui sera évacué au moment de l'accouchement. Oui. Ou par fausse couche en amont, Ou par fausse couche, avortement, en voilà. fait, hein. C'est Oui, un avortement sélectif oui, voilà. sur Oui, l'un ou l'autre des jumeaux oui, ou des oui, triplés. oui, oui. Mais alors, ce qui pose question quand même là, c'est le mot réduction, non? Réduction embryonnaire. C'est-à-dire, on on réduit, on peut comprendre, on réduit le nombre d'embryons, mais ça ne dit pas quelque chose. ça ne dit pas qu'on supprime un embryon. Donc, on parle en question de nombre, en termes de nombre, mais pas en termes d'une personne, quoi, une personne en devenir. Oui, mais j'ai entendu, ça n'a rien à voir d'une certaine façon, j'ai entendu une fois un employeur qui a dit « je vais éclaircir mon personnel ». Un peu comme quand on éclaircit une rangée de radis, on enlève un radis sur deux pour que les autres puissent continuer. Mais employer cette expression-là, je vais éclaircir mon personnel, alors qu'il s'agit de mettre des gens au chômage dans des situations difficiles, bon, les mots ont quand même un sens. Et c'est vrai que la pratique professionnelle, qu'elle soit médicale ou autre, peut parfois mais déjà dans le langage courant aussi, quand te dit quelqu'un, ben, cet animal-là, qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Mais bon, il y a un aplatissement de ce que nous... Ou bien... Oui, dans l'histoire, on a d'autres manifestations oui. d'usage de ce type de langage, de mots Oui. avilissants qui ont mené aussi à des catastrophes. Oui, sur le plan politique, alors quand on dit que les Juifs, comme Hitler, quand on dit que les Juifs sont des parasites, ou qu'au moment, en 94, au Rwanda, les Tutsis sont des cancrelats. Alors, quand on vous dit ça, quand on diffuse ça, et que ça devient un terme normal pour désigner le Tutsi, ben, on finit par un génocide. Mais donc, c'est vraiment... le langage, la parole, dit notre conception des choses et mène à certains gestes. Voilà. Ou dans le langage médical, quand on dit d'un patient qui est en état végétatif chronique, on dit c'est un légume. Vous voyez. Ça a son poids. Oui, évidemment. Et donc, oui. Alors, c'était notre premier mot. J'en pioche un autre. Tiens, le mot, est-ce que vous le voyez bien? Gestation pour autrui. Il y aurait beaucoup à dire. Gestation pour autrui. Oui, donc c'est un beau mot. Avant, on disait, et ça c'est significatif aussi du choix des mots en bioéthique, avant on disait mère porteuse. En fait, une mère est toujours porteuse, hein, puisqu'elle a porté l'enfant. Mais c'était une mère réduite à l'état de porteuse, sauf si elle était génitrice en même temps. Mais donc, le contraire, ça pourrait être, si je prends gestation pour autrui, le contraire, ça va être gestation pour elle-même alors. Mais est-ce qu'une mère porte son enfant pour elle-même? Enfin, on peut dire oui, si elle a voulu être mère, c'est qu'elle trouve ça bien d'être mère, mais elle porte l'enfant pour l'enfant. Donc, toute mère porte son enfant, pour lui donner la vie, donc pour le lancer dans la vie. Il a besoin d'elle, et puis elle va le lancer.
gestation pour autrui, donc on déplace l'altruisme. L'altruisme, Oui, enfin, oui, le oui, geste. oui. Et donc, ce qui veut dire que cette femme qui va porter l'enfant, elle va avoir avec lui une relation particulièrement intime pendant les 9 mois de la grossesse, et puis elle va être séparée de lui brutalement, et elle va être confiée à ce qu'on appelle, on va appeler les parents d'intention, moyennant recours à l'adoption, oui, recours à l'adoption, à l'institution juridique de l'adoption. Mais alors que l'adoption est faite pour corriger un malheur, le malheur de l'enfant abandonné volontairement par sa maman qui ne pouvait plus s'en occuper, ou la misère, ou un décès, que sais-je. Et donc, pour réparer en quelque sorte ce malheur d'un enfant abandonné, des couples se présentent et l'institution juridique de l'adoption est voulue pour donner un enfant à une famille et non pas une famille à... Donner l'inverse, donner une famille à un enfant et non pas d'abord un enfant à une famille. Donc, la gestation pour autrui, il ne s'agit pas de réparer un abandon, il s'agit de provoquer un abandon, de le prévoir dès le départ, que la femme va être fécondée, mais qu'il est entendu, et il y a des contraintes en bonne et due forme, particulièrement contraignants sur le vécu de la femme pendant les 9 mois de la gestation, qui vont se solder par un arrachement de l'enfant par rapport à sa mère. Et le terme de gestation pour autrui, en quelque sorte, a une dimension assez altruiste et bienfaisante, oui. Qui occulte sans doute vraiment ce déchirement. Oui. Hein, oui. On voit positivement du coup le geste, alors que par derrière, il y a ce déchirement et cet éclatement de la maternité. Oui. Et donc, c'est une forme d'esclavage. Hein. J'ai entendu un congrès de médical à Gand, le docteur Geller de Marseille, qui était un des premiers à avoir instauré la gestation pour autrui, et l'association des femmes qui attendaient un enfant d'une autre femme, donc des femmes en attente d'enfants, il avait appelé l'association Sainte Sarah. Et Sarah, dans la Bible, c'est la femme d'Abraham qui n'avait pas pu avoir d'enfant et qui avait dit à son mari, va donc avec la servante Agar et qu'elle te fasse un fils. Donc, il avait recouru à une image biblique pour justifier la légitimité de la gestation pour autrui. Heureusement, un cher collègue juriste dans la salle a dit, mais alors, si Sainte Sarah, c'est la mère qui attend l'enfant, celle qui porte l'enfant, Agar, c'est l'esclave, hein, c'est l'esclave d'Abraham. Donc, ça, il faut faire très attention à cette figure-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une forte demande de la part de gestation pour autrui à cause des couples homosexuels. Si deux femmes qui s'aiment, qui se marient même, veulent avoir un enfant, il suffit de procéder à l'insémination artificielle. Deux hommes, ça ne va pas. Donc, par principe d'égalité, et donc c'est un peu souvent ça qui commande la bioéthique d'aujourd'hui, c'est la liberté et c'est l'égalité. Et donc, il faut donner à une femme la liberté de disposer de son corps, et il faut donner à un couple homosexuel masculin, un couple gay, la liberté de recourir à la gestation pour autrui pour pouvoir être parent à l'égal du couple hétérosexuel. C'est en tout cas le langage qui circule. C'est le langage qui circule. Je prends soin aussi de... Oui, bien sûr. Parce que vous présentez aussi les langages qui circulent. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est sûr que les piliers de la bioéthique d'aujourd'hui, ce sont les deux premiers mots de la République française, liberté et égalité. On va passer à un dernier mot, et puis on vous donnera la parole et on prendra quelques-unes de vos questions. On va s'interroger sur le mot autonomie. Autonomie. Un mot qui est revêtu oui.
De sens très divers. Indépendance? Non, justement. L'autonomie en grec, autos, de moi-même, et nomos, c'est la loi. Donc, je suis en moi-même ma propre loi. On pourrait dire que ça recouvre la liberté. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'hétéronomie. Dans une hétéronomie, je suis entièrement dépendant d'une loi qui m'écrase en quelque sorte. Et donc, ma liberté, mon autonomie, ma conscience, tout ça, ça va un peu dans le même sens. Mais ça peut alors vouloir être détourné vers cette idée de ne dépendre de personne, donc de l'indépendance. Notamment quand on pense en matière de fin de vie, peut-être. Oui, Quand on lit les rapports de la commission euthanasie, on voit que la perte d'autonomie oui, est une des premières raisons avancées pour avoir recours à l'euthanasie. c'est ça. D'autres Donc, critères. et c'est l'idée, c'est corrélé avec le milieu, par exemple le milieu familial, qui dit je ne veux pas être une charge pour mes enfants, parce que mes enfants devront s'occuper davantage de moi, puisque je n'ai plus d'autonomie, et donc à ce moment-là, c'est vrai, alors je peux être tenté de demander l'euthanasie. C'est vrai que c'est une des raisons très fréquentes. Par exemple, par contre, alors dans le magnifique bouquin qui s'appelle L'euthanasie, l'envers du décor, où le professeur... Timothy DeVos. non, celui... Böseling. Oui, oui. Le professeur Böseling. Voilà, Böseling dit, mais madame, vous voulez que vous voulez l'euthanasie parce que sinon votre fille devra s'occuper de vous. Mais vous m'avez dit l'autre jour que vous vous êtes occupé de votre vieille maman. Et c'était pesant, ça. Ah non, c'était bien, c'était bien. Donc, je crois qu'on fantasme aussi, puisqu'on arrive à la fin de la mort. Et il y a peut-être aussi, du fait que nos rapports sociaux pourraient être parfois plus tendus ou plus violents ou plus distants, il pourrait y avoir aussi, on pourrait risquer d'induire dans le chef des personnes plus faibles l'idée qu'elles sont de trop. Et voilà, mais ça c'est une autonomie. Donc attention Oui. pour l'utilisation correcte du mot, Du la mot. compréhension correcte du mot autonomie, Oui, bien sûr. qui n'équivaut pas à Oui, l'indépendance. oui, oui. Voilà. Ouais. Parce que finalement, nous sommes de toute façon tous dépendants les uns sûr, des autres, bien depuis sûr. notre naissance Bien sûr. jusqu'à notre dernier souffle. Bien sûr. Voilà, alors on va passer à vos questions, chers téléspectateurs. Merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'à présent et on a reçu pas mal de questions. Et donc voilà, je vais lire la première question qui nous a été soumise. Alors, en lien avec la dimension humaine de l'embryon, comment voyez-vous les personnes qui donnent leur corps à la science? Considère-t-on qu'ils sont aussi déshumanisés? Donc ça, c'est par rapport à ce que vous avez dit par rapport à non, pour moi, il s'agit de deux situations, deux hypothèses complètement différentes. Quand je parle d'un embryon qui est considéré comme du matériau corporel humain, c'est sûr que c'est la vie qui est, comment je veux dire, que, par exemple, qu'il y ait eu une fausse couche et que le médecin analyse le fruit de la fausse couche pour voir quelle est la maladie qui a pu provoquer ça, quel est l'accident qui s'est passé. Bon, c'est du travail médical qui ne déshumanise rien du tout, puisque l'embryon de toute façon est mort et je veux y voir plus clair là-dedans. Donner son corps à la science, je dirais qu'il peut y avoir des situations qui ne respectent pas assez la dignité humaine, mais de soi, c'est un beau geste le don de donner son corps à un laboratoire universitaire, par exemple, pour servir aux séances d'autopsie ou d'anatomie des étudiants en médecine. Mais, on précise qu'aucune personne n'a
volontairement mis fin à la vie de cette Oui, personne non, pour utiliser son corps, oui, ce qui pourrait en effet oui, être déshumanisant. je trouve que c'est une… Mettre à mort quelqu'un pour utiliser ses organes, Bien par sûr, exemple. oui, c'est une très belle marque de solidarité humaine et donc, du coup, d'humanité. Maintenant, une question qui est plus, plus délicate, c'est le lien entre euthanasie et don d'organes. Il y a eu un colloque et un colloque qui a été organisé là-dessus, où finalement le médecin pourrait parfois, en marchant sur des œufs, induire l'idée que à la personne qui demande l'euthanasie, qu'elle pourrait aussi donner ses organes. Et donc, ce qui est plus facile médicalement parlant, si la personne vient se faire euthanasier en clinique et que juste à côté, une fois que l'euthanasie a été pratiquée, on puisse tout de suite prélever les organes. Ça devient une espèce d'instrumentalisation de la mort. Oui. Ouais. Il y a peut-être aussi tous les rapports, et c'est parfois très douloureux, entre le médecin qui vous souhaite prélever des organes, par exemple sur une jeune personne qui a encore des organes très aptes pour… Oui, et qu'il faut demander l'accord des parents, ça doit être vite fait. Donc, ce sont des situations qui peuvent être très douloureuses. Oui. Oui. Alors, on va passer à une deuxième question. Professeur Dijon, pensez-vous que le comité de bioéthique belge donne encore un avis éthique dans ses avis ou bien se cantonne-t-il à une pure description juridique et scientifique? Merci pour la question. C'est vrai que dans les avis, il y a toute une part de description et c'est utile. C'est utile de savoir, avant de se prononcer sur une question biomédicale, de savoir de quoi il s'agit sur le plan scientifique et de voir de quoi il s'agit sur le plan juridique. C'est sûr que ça éclaire et ça peut… déjà, rien qu'entre scientifiques et juristes, ça peut éclairer les choses. Est-ce que c'est un avis éthique? Tout dépend du sens que l'on donne à l'éthique. Dans la mesure où l'éthique, c'est ce que chacun estime bon, et que, comme je vous ai essayé d'expliquer avec Habermas, que la morale qui va se dégager de cette convergence d'éthique, eh bien, c'est ce qui a de mieux pour le moment dans l'état actuel des choses, vu ce pluralisme éthique-là. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la loi de la majorité, du consensus? Est-ce qu'on est… Oui, oui, bien sûr, c'est le consensus, mais Est-ce qu'on si… rejoint l'objectivité? Ça, c'est la question. Si vous définissez l'éthique comme étant ce que l'ensemble estime bon parce que nous partageons tous la même raison humaine et que la même raison humaine dispersée en chacun de nous parvient à trouver un accord, on va dire c'est ça l'éthique. Maintenant, si vous dites que l'éthique, c'est… Bon, évidemment, ici, il y a tout le registre religieux. Et pour nous, occidentaux, judéo-chrétiens, une image forte de l'éthique, c'est Moïse qui redescend de la montagne du Sinaï avec les 2 tables de la loi. Tu honoreras le Seigneur, honore ton père et ta mère, ne tue pas, ne vole pas, respecte la femme de ton prochain, etc. Donc, si nous pensons que cette éthique vient de plus loin que l'homme, on dira, comme aujourd'hui dans nos sociétés sécularisées, on ne peut plus faire mention d'une transcendance divine. Et donc, on dit, ben, si on ne mentionne pas Dieu, ce n'est pas éthique. Non, l'éthique, telle qu'on va la pratiquer, c'est essayer de trouver le meilleur bien dans une société pluraliste. C'est tout ce que peut faire le comité. Maintenant, de chacun, de chaque personne. Oui. On essaye. Maintenant, ce qui suppose quand même la sincérité. Et je pense que dire ma position c'est A pour arriver à C, ça c'est du jeu, c'est du jeu politique. Ça ne me paraît plus tout à fait de la franchise éthique. Oui. Alors, troisième question. Le professeur Dijon a cité l'égalité comme nouvelle boussole de la bioéthique, poussant vers les évolutions les plus extrêmes.
Oui, On en a parlé par rapport à la GPA. Hein. oui. Comment débattre de cette notion, voulant que l'on traite de manière identique des personnes placées dans des situations identiques? L'égalité n'invite-t-elle pas à discuter de l'identité et de la comparaison? Oui, prenez l'égalité homme-femme. Finalement, l'égalité homme-femme, c'est 1 égale 1. Et donc, on ne sait pas qui est 1. Que l'on soit homme ou que l'on soit femme, c'est 1 égale 1. Donc, l'égalité abstraite telle qu'on la pense aujourd'hui, ça veut dire que c'est une égalité, j'ai employé le mot déshumanisé tout à l'heure, c'est une égalité décorporée. Donc, il n'y a plus... prenez alors toute la notion de genre, où l'on va dire aujourd'hui, eh bien, que un enfant, on va noter son sexe à la naissance, mais si lui-même se sent d'un genre différent de celui de son apparence sexuelle, il va pouvoir aller auprès de l'officier de l'état civil, déclarer qu'il se sent d'un autre genre et il va pouvoir demander d'être de l'autre sexe. Ça, c'était encore dans l'ancien temps, si je puis dire, il y a 5 ou 10 ans. Avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle Voilà. de 2017. Qui dit que maintenant, on doit pouvoir arriver au sexe non binaire, donc ni homme ni femme, on n'est pas, ou au sexe fluide, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir passer d'un sexe masculin, d'un genre masculin à un genre féminin, et puis de nouveau, si ça ne va pas à un genre masculin. Donc, il y a une décorporation, l'individu, le sujet, se considère comme sujet justement abstrait de son propre corps. Et ça, pour moi, c'est une caractéristique générale de la bioéthique. C'est cette abstraction. Allez, un homme va donner son sperme et donc il va féconder une femme. Et donc, cet homme va mettre au monde une nouvelle vie et il ne dira pas un mot ni à cette femme ni à cet enfant. Il garde le secret. Mais qu'est-ce que c'est cette humanité-là? C'est inhumain. Mais on parle d'ailleurs de don de sperme, mais en fait, c'est plus qu'un don de sperme ou oui, un don de... oui, c'est un don de et, vie d'enfant. il engage toute sa liberté. Et donc, lorsque on parle de l'égalité de l'homme et de la femme, je pense que on fait abstraction, entendons-nous. C'est sûr que le combat pour l'égalité de salaire, étant donné les mêmes prestations, ou que l'on fasse davantage de place dans les conseils communaux, les entités politiques. Mais sur le plan du fond de la vie, l'amour, la mort, on ne voit plus, il n'y a plus de vision, de conception, voilà. Et donc, c'est un nivellement de la sexualité proprement dite qui devient insignifiante alors, me semble-t-il. Confusion peut-être entre le mot égalité et identité. Alors, on passe à une autre question. Que pensez-vous de la liberté des enfants nés avec les dons d'ovocytes ou de spermatozoïdes? C'est vrai que parce qu'on parle, quand on parle de PMA, hein, de PMA Oui. avec don, on parle de la liberté des parents d'avoir Oui, recours oui, à un tiers oui, donneur. oui. Mais qu'en est-il de la liberté des enfants qui sont issus de ces dons? Il y a d'abord un principe de la liberté, c'est l'identité, justement. Je suis plus libre en connaissant l'identité de mon père et de ma mère. Et donc, j'ai un lieu, je suis raccroché. Or, et ça date du libéralisme du XVIIIe siècle, pour le libéral, le lien, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on construit. C'est le contrat social. Mais le fait qu'un homme et une femme se sont accouplés, que la femme a porté un enfant, qu'elle l'a mis au monde, ça fait le lien familial. Et c'est ce lien familial qui fait d'ailleurs, entre parenthèses, la fraternité. Et c'est sur cette fraternité-là que va s'élaborer la République, enfin le lien politique. Mais
faire un enfant par don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, donc on a coupé d'emblée le lien charnel à sa mère charnelle et à son père charnel. Donc, il flotte, cet enfant-là. Et donc, ça veut dire que sa liberté a été d'emblée amputée de son support charnel. On va dire, mais ce n'est quand même que le corps. Ah oui, ce n'est que le corps, mais on le sent. Hein. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on écoute de nombreux témoignages d'enfants nés dans les années 80, Oui. 70, 80, 90, qui sont à la recherche de leur père, plutôt de leur père biologique. Oui. C'était avant le don d'ovocytes. Oui. Mais voilà, on voit que ça leur pose vraiment, vraiment question pour se construire, tout simplement. Donc, il faut lire sur ce sujet la thèse de Géraldine Mathieu qui dit le droit de l'enfant à connaître ses origines. C'est vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose de vital. Nous méprisons trop le corps. C'est vrai que par certains aspects, on l'exalte et on fait des soins de santé, des soins de beauté à n'en plus finir pour exalter la performance du corps, mais on oublie ce qu'est anthropologiquement le corps dans la réalité philosophique. On revient, entre parenthèses, à la raison du corps, donc votre ouvrage. Voilà. Alors, on enchaîne avec une autre question. Concernant l'euthanasie, on voit que malgré le caractère déjà ambigu de ce terme, il semble déjà être trop dérangeant pour certains de ses partisans. On parle désormais d'aide médicale à mourir ou de mort médicalement assistée. Comment comprendre ce décalage supplémentaire avec le réel? Peut-être d'abord un mot sur le mot euthanasie, et puis on passera au mot aide médicale à mourir. Euthanasie. Oui, oui. Bien mourir. Alors, justement, les partisans de l'euthanasie disent il n'y a pas de quoi fouetter un chat. En grec, c'est bien, comme Eugène, c'est celui qui est bien né, et Thanatos, c'est la mort, c'est la bonne mort. Et donc, l'euthanasie, c'est la bonne mort. Et alors, à l'inverse, les opposants à l'euthanasie font un très méchant jeu de mots en disant oui, c'est très proche de État nazi. Et donc, comme le nazi est là, au moins, il y a pratiquement une unanimité pour repousser les horreurs du nazisme. Et si on veut accoupler euthanasie avec État nazi, eh bien, là, on s'est gagné, on va repousser l'euthanasie. Peut-être que c'est vrai que, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que supprimer le mot euthanasie et parler d'aide médicale à mourir, tout ça, ce sont des beaux mots. Qu'est-ce qui ne voudrait aider? Médical, donc c'est sérieux, et mourir, de toute façon, tout le monde doit mourir. Donc, ça devient… Qu'est-ce qu'on omet là, finalement? Qu'est-ce qu'on omet, finalement? Oui, donc c'est le geste de provoquer la mort de quelqu'un. Voilà, donc c'est un processus, on aide, voilà. Donc ça n'a pas la brutalité. Peut-être que le mot, oui, c'est bien, j'aime bien la question. Le mot évoque quelque chose de trop tranché et que ça, il ne faut pas Est-ce que effrayer. quelque part, ça n'éloigne pas, ça ne nous éloigne pas de la réalité du geste? Le fait d'employer ces mots, ça c'est ce qu'on appelle… ça fait miroiter quelque part c'est ce qu'on appelle l'euphémisme. Notez que nous l'employons toujours dans le langage. Si je dis tu as perdu ton papa, ou bien ton papa est parti. Mais dire quelqu'un mort, donc pour ne pas effaroucher dans le langage, on atténue les mots. Et ici, faut-il atténuer? Faut-il atténuer dans ce cas-là? Si je suis partisan de l'euthanasie, je vais évidemment atténuer le mot pour le faire passer. Donc, en fonction c'est de la rhétorique, oui. Il y a aussi toute une part de rhétorique dans le langage, oui, pour faire passer l'idée. Faire passer l'idée. Jusqu'il y a peu, le droit prévoyait seulement l'interdiction de tenir certains propos jugés offensants ou dangereux, comme l'incitation à la haine ou le négationnisme. Désormais, on assiste en Amérique du Nord, mais aussi progressivement en Europe, à une obligation de s'exprimer de telle ou telle façon. Entre parenthèses, compelled speech. Speech, yes. Comme par exemple le prénom à utiliser vis-à-vis des personnes transgenres. Comment percevez-vous cette évolution en tant que juriste? N'est-ce pas là une démarche totalitaire?
Pardon, j'ai mal lu comme utiliser le pronom. Hein, on force à utiliser le pronom oui, qui oui, correspond c'est donc ça. au sexe rechoisi, Oui, réattribué à donc la on ne personne. peut pas, voilà, il faut un Il pronom. faut modifier son langage. Il Oui, faut dire il pour une femme qui est devenue civilement oui. parlant un homme. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que ce n'est pas aussi le pronom qui permet de dire he et she, il et elle? Est-ce qu'il n'y a pas? C'est ça. Oui, peut-être, de façon indifférenciée. Oui, donc voilà. Mais ça, c'est l'apparition du sexe non binaire ou du genre. Nous ne pouvons plus déterminer. On dit aussi il faudrait supprimer la mention du sexe de l'enfant. Donc, carrément, non plus seulement permettre de changer, mais supprimer cette mention-là, que nous ne soyons plus caractérisés. Et donc, que et c'est la même chose pour parent 1 et parent 2. Lorsque vous avez un couple homosexuel qui a un enfant, est-ce que vous allez dire père et mère? Non. Donc, il faut. Vous voyez, il y a une. Et cette idée, moi je crois, c'est vraiment cette idée de rejet du corps et donc du langage du corps nécessairement sexué. Et donc, ce rejet du langage sexué, ça suit le rejet du corps. C'est une caractéristique très profonde de notre société et qui, moi, m'inquiète. Je ne sais pas jusqu'à quel moment on va arriver à la société totalitaire, mais il y a là-bas une poussée, une lame de fond qui refuse, je vais employer un mot théologique, qui refuse cette incarnation de l'homme. Et donc, mais ça peut se comprendre. À partir du moment, et ici je vais peut-être passer indûment au domaine religieux, mais tant pis, à partir du moment où il n'y a pas de transcendance, une transcendance créatrice dans le vocabulaire judéo-chrétien, qui fait l'homme et la femme et qui dit c'est bon, donc nous sommes confirmés dans notre identité masculine ou féminine par, par la parole de Dieu, mais déjà, et ça le religieux le dira aussi, mais déjà par la vie. Par l'engendrement. Par l'engendrement. Donc, j'ai un père et une mère. Et la preuve que c'était bon qu'il y ait un père et une mère, c'est que je suis là. Je ne dis pas que je suis bon, mais il est bon que je sois là parce qu'il y en a eu deux avant moi, et qui sont mon père et ma mère. Et c'est cette différence-là, et s'il n'y avait pas cette différence-là entre mon père et ma mère, je ne serais pas là. Donc, mon identité dépend de leur différence. Et à mon tour, et donc les générations vont se succéder, mais à partir de cette différence. Et vouloir supprimer cette différence sexuelle, que ce soit du côté des homosexuels ou du côté de la théorie du genre ou du langage qui fait he ou she, eh ben, moi je trouve que c'est vraiment pas une bonne évolution de notre société. Quitte à passer pour un taliban de la bioéthique, hein, mais Merci pour votre franchise. Alors, on passe encore à une autre question. Depuis quand considère-t-on un individu comme étant un homme, au sens générique, qu'à partir du moment où il est né? Cela remonte-t-il aux Romains, aux Grecs, à la civilisation celtique ou je ne sais quelle tradition juridique? Pourquoi est-ce si complexe d'accepter qu'un embryon humain est déjà un humain à part entière? La question historique, je vais donner ma langue au chat. C'est vrai que les Romains connaissaient l'exposition d'enfants, enfants mal formés, donc on les exposait, on ne les tuait pas, mais voilà, ils mouraient, on ne s'occupait plus d'eux. Donc il fallait le pouvoir du père de famille pour accueillir l'enfant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est le père qui donne le nom à l'enfant. C'est parce qu'il reconnaît l'enfant. La mère, c'est sûr. La mère, pendant les 9 mois, elle a eu le lien à l'enfant, tandis que le père n'a pas eu le lien à l'enfant. Donc, il donne le nom pour faire le lien. Mais pour ce qui est de considérer l'embryon humain comme un humain, ben les juristes ont un bel adage qui est
rappelez-moi, pronato habetur, infans conceptus. L'enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu'il s'agit de ses avantages. Et on trouvait ça déjà en droit romain. Ce qui veut dire que, supposez que par malheur, un enfant a été conçu et que son père, 3 semaines après, se tue dans un accident de voiture, eh bien, cet enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il s'agit de ses avantages, c'est-à-dire qu'il va être considéré comme héritier. Bon, vous allez dire que c'est platement matériel, c'est du droit successoral, donc ce n'est pas très élevé comme réflexion philosophique. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il est pris en compte dans la réflexion juridique comme étant un être humain à part entière. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions. On attend 2 petites minutes. On va peut-être poursuivre sur la question de l'embryon de la vie humaine. Ouais, on va attendre un petit peu. Voilà, on nous trouve une autre question. Alors. Je comprends qu'on veuille nous embarquer tous en utilisant un langage étonnant. Est-ce que le père Dijon appellera Dole dans le langage juridique? Si tel est le cas, on aurait toutes les raisons de demander qu'on redonne aux mots leur vrai sens. Ah, qu'est-ce qui donne, monsieur ou madame, qu'est-ce qui donne aux mots leur vrai sens? On va dire c'est l'usage qui donne aux mots leur vrai sens. Et c'est le dialogue. Donc, et je crois que précisément quand on n'est pas d'accord sur le sens d'un mot, il faut pouvoir accueillir le plus loin possible la façon dont l'autre comprend le mot et que je puisse essayer d'être le plus clair possible, ce qui n'est pas toujours simple, pour essayer de me faire comprendre dans ce que je veux dire et que finalement on puisse se rejoindre. Aristote dit que l'homme est le seul animal qui a le logos, c'est-à-dire la parole, mais le logos, c'est aussi ce qui réunit les gens. Et donc, le langage doit avoir une fonction de collecte, de réunification. Et celui qui arrive avec une intention dolosive, disent les juristes, donc qui veut tromper, fake news, mensonge, dol, bien, c'est pas éthique, c'est pas éthique. Mais on est bien obligé de faire de l'éthique avec des gens qui n'ont pas d'éthique. Et moi le premier, je peux être pharisien, comme dit Jésus, faites comme ils disent et pas comme ils font. Donc, ça, c'est notre condition humaine, c'est que nous sommes ambigus. L'éthique nous invite à l'être le moins possible, mais voilà. La fragilité. Peut-on réellement parler de choix des mots dès lors que certains termes ne sont pas d'ores et déjà imposés dans le débat public, nous contraignant à les utiliser avec tout ce qu'ils impliquent de présupposés idéologiques, entre parenthèses, euthanasie, interruption volontaire de grossesse, gestation pour autrui. Le débat public n'est-il pas dès lors déjà enfermé dans un certain cadre de pensée? C'est vrai qu'il est parfois difficile de penser en dehors de ces termes. Les pressions sont très fortes. J'ai participé il y a un mois à un colloque en Zoom à Paris sur le droit naturel, donc qui est un droit qui suppose une référence à un en deçà de l'homme, à une nature, par exemple au corps. Et j'étais très frappé, c'était sur l'actualité du droit naturel, j'étais très frappé par le fait que on parlait finalement peu de la nature. Où est passée la nature? Et ça est devenu, le droit naturel est devenu un droit rationnel, un droit pensé par l'homme. Mais, et donc, un droit construit à partir, non pas du droit naturel, mais à partir des droits naturels de chacun, des droits de l'individu. Et donc, dans la mesure où nous n'avons plus une commune norme que l'on appelait autrefois droit naturel, qui tenait à notre condition.
mais que nous n'avons plus que des droits naturels, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de s'exprimer. Cela veut dire que pour pouvoir faire l'unité entre nous, il va falloir, comme dans le contrat social, demander à une autorité de fixer le sens des mots et gare à celui qui ne s'y tient pas. Et ça tient au fait que donner à chacun la possibilité de définir le sens des mots, c'est finir par dire que c'est le pouvoir qui va les énoncer. Comme on le voit aujourd'hui dans la loi, et en fait, on utilise communément les mots qui ont été un jour coulés dans une loi de 1990 sur l'interruption volontaire de grossesse, etc. Oui, tout à fait. Xavier Dijon, nous allons bientôt clôturer. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose que vous vouliez dire à nos téléspectateurs? Voilà, quelque chose que vous souhaiteriez leur transmettre pour conclure cette conférence. Je dirais que nous devons, justement, étant donné cet état d'esprit et ces évolutions que nous connaissons maintenant, c'est très curieux d'ailleurs. Avant, on disposait de la nature comme on voulait, et jusqu'à arriver aux désastres écologiques que nous connaissons, réchauffement climatique et autres. Mais on était très respectueux, enfin, dans les principes juridiques, l'indisponibilité du corps, l'indisponibilité de l'état civil, l'institution du mariage, la répression de l'avortement. Et maintenant, on fait l'inverse. On dit, donc, maintenant, les corps, ça circule comme on veut, mais la nature, il faut la protéger parce que ça devient une catastrophe. Alors, je suis très content qu'on protège la nature, mais je me dis, il ne faut pas attendre la prochaine catastrophe sur ce qui se passe dans la bioéthique et des enfants qui ne savent plus d'où ils viennent et des mourants qui se demandent dans quelles conditions ils vont mourir et des femmes qui perdent leur liberté de garder leur enfant, tout ce que vous voulez. Il ne faudrait pas qu'on arrive à une catastrophe semblable avant de commencer à vouloir protéger les corps. Il est donc temps de se réveiller. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous étiez près de 200 ce soir. Des 4 coins du monde et de l'Europe, puisque nous avions des téléspectateurs du Canada, d'Afrique, un peu de partout en Europe. Donc, vraiment, un grand merci à tous. Alors, avant de nous quitter, je veux que vous repartiez chez vous avec 3 points. Alors, tout d'abord, le dossier qui développe la pensée que nous avons développée ce soir, dans un dossier rédigé par la plume du professeur Dijon lui-même et qui est accessible dès ce soir sur notre site internet www.ieb-eib.org et qui sera demain par mail à tous ceux qui ont participé à la conférence. Deuxièmement, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous souhaitez de l'actualité bioéthique, n'hésitez pas à vous abonner à nos bulletins. Vous pouvez le faire aussi sur notre site internet. Nous sélectionnons et nous décryptons, nous commentons l'actualité bioéthique pour vous. Donc voilà. Et alors, troisièmement, nous donnons un rendez-vous pour un prochain webinaire déjà au courant du mois de mai-juin. Nous ne vous en disons pas plus, mais sachez que nous allons poursuivre ce type de formation. Alors, pour terminer, je voudrais remercier le professeur Xavier Dijon de nous avoir donné ce temps, ces bonnes paroles, cet éclairage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame Dubus. Voilà. Merci, bonne soirée à tous. On vous retrouve prochainement.